Il croyait arrêter un simple camion de ciment, anonyme, sur la route du Sahel. Quand le couvercle métallique s'est levé, la routine s'est brisée et la matière grise a révélé une menace capable de faire vaciller un pays sans bruit et sans drapeau. Comment quelques barils sans logo peuvent-ils décider du souffle d'une nation, du pari d'Ibrahim Traoré et du droit de respirer sans peur, là où une frontière ne protège plus que comme une peau tendue? Et, en une nuit, tout le Sahel retint son souffle pour la première fois. Dans un contexte où l'insécurité régionale est devenue la norme, les enjeux de la souveraineté du Burkina Faso sont plus vitaux que jamais. Ibrahim Traoré a fait une promesse claire: tenir la ligne sans dépendre de personne. Mais cette ligne, qui semblait invincible, est soudainement mise à l'épreuve par une situation où chaque erreur pourrait coûter cher. Les barils interceptés ne sont pas un simple contrebandier. Ils représentent une brèche dans la sécurité nationale. La question n'est plus de savoir si les frontières sont protégées, mais si le pays peut encore se défendre seul. À l'heure où des nations entières frôlent la déstabilisation, l'avenir du Burkina Faso repose sur un équilibre précaire. Traoré a choisi la voie de la discipline stricte et de la vigilance constante. Mais cette voie, bien qu'idéale sur le papier, peut-elle réellement tenir face à la réalité du terrain où chaque jour compte et où chaque nouvelle menace met la nation en danger? Le révélateur ne fut pas le camion, mais la date inscrite sur un bordereau froissé. Une erreur d'un simple jour. En apparence, une anomalie mineure, mais elle allait changer la donne. Cette erreur allait faire basculer une simple suspicion en une menace sérieuse, et toute une chaîne de commandement allait s'enclencher. Le premier regard inquiet d'un inspecteur distrait par la poussière allait enflammer une enquête qui aurait pu rester dans l'ombre. C'est ici, à la frontière, qu'un système de contrebande organisé allait se découvrir, inchangé depuis trop longtemps. Mais il ne s'agissait pas simplement de marchandises illégales, il s'agissait d'une toile de fond complexe, cachée à la vue de tous, mais méticuleusement tissée entre les frontières. Lorsque les agents ont commencé à retracer la route de ce camion, ce qui semblait être une erreur administrative s'est vite transformé en une cartographie inquiétante. Les itinéraires se répétaient, les chauffeurs passaient régulièrement au même crépuscule, les cargaisons de ciment circulaient sans destination apparente. Un réseau en expansion, bien plus grand qu'un simple cas de fraude, devenait visible. La frontière, dans ce cas précis, n'était pas simplement une ligne géographique. Elle représentait un point de fragilité, une porte d'entrée pour des activités de plus en plus complexes, dont l'enjeu allait bien au-delà de la simple contrebande. Ce réseau, tissé à travers le Sahel, ne concernait pas seulement des matières premières ou des ressources volées. Il s'agissait d'un système qui exploitait la vulnérabilité d'un pays déjà affaibli par les crises successives. La montée en puissance de ce réseau, la fluidité avec laquelle il opérait et la manière dont il passait inaperçu présageaient d'un danger bien plus grave pour la stabilité de la nation que ce que quiconque aurait pu imaginer. Awa et Karim, deux figures discrètes mais déterminées, sont les premiers à percevoir la dimension cachée du trafic. Awa, inspectrice des douanes, n'était pas l'une des figures centrales de l'administration, mais son regard affûté pour les détails la conduisit à un monde parallèle où les simples signes de passage signalaient un danger imminent. Karim, un vétéran respecté de Gaoua, connaissait chaque recoin de cette région dévastée par les conflits et la négligence. Ensemble, ils formaient un duo solide, peu spectaculaire mais redoutablement efficace. Leur première semaine d'observation était marquée par une immersion discrète parmi les chauffeurs et les convois, chacun ayant son propre rythme, ses habitudes, ses silences. Ils n'étaient pas là pour intercepter, mais pour comprendre. Chaque camion qui passait était un potentiel indice, chaque halte imprévue un signe. Mais ce n'était pas l'action immédiate qui comptait, mais l'accumulation lente d'indices qui révéleraient la structure souterraine.
La véritable question était de savoir à quel moment ils pourraient faire tomber le masque. Ils avaient observé les mêmes itinéraires, les mêmes chauffeurs, les mêmes cargaisons de ciment qui semblaient sans but. Et c'est ce détail qui tout changer. Dans une nuit ordinaire, un seul convoi allait être intercepté, mais cela suffirait pour bouleverser la tranquillité de tout un réseau. Il était désormais clair que ce qui semblait être une simple fraude douanière n'était que la surface d'un problème beaucoup plus complexe et menaçant pour la nation. L'activation de l'opération commença sans éclat, une nuit semblable à tant d'autres. Mais ce qui semblait être un simple contrôle se transforma rapidement en un moment décisif. Les agents avaient repéré les signes, accumulé les informations, et une fois que l'ordre fut donné, rien ne pouvait plus les arrêter. La stratégie était claire. Agir vite, frapper fort, sans retour en arrière. Le premier convoi intercepté fut une révélation. Awa, Karim et leurs collègues savaient que ce n'était que la première étape, mais c'était aussi le coup d'envoi d'une chasse plus vaste. Rien ne pouvait plus les détourner de leur objectif. Le camion arrêté semblait anodin au premier regard, mais ce qu'ils découvrirent à l'intérieur était tout sauf ordinaire. Sous les sacs de ciment, les barils scellés dégageaient une odeur métallique, presque chimique. Awa sentit la tension monter en elle. Ce n'était plus une simple fraude, mais un risque réel pour la sécurité nationale. Ces barils n'étaient pas là pour la construction, ils étaient là pour la destruction. Chaque baril était un élément d'un puzzle bien plus vaste, une opération cachée dans la poussière du Sahel. L'opération s'intensifia. Les agents avaient compris que ce qu'ils avaient intercepté n'était pas isolé, mais faisait partie d'un réseau bien plus complexe. Ils ont rapidement mis en place une surveillance discrète, interrogeant les chauffeurs, observant les mouvements, recoupant les informations. Les trajets des camions se répétaient, les horaires et les destinations n'avaient aucun sens. Chaque mouvement semblait être calculé avec une précision alarmante. Awa et Karim savaient qu'ils n'étaient qu'au début de quelque chose de bien plus important. C'est dans cette ambiance de tension croissante que les découvertes suivantes vinrent confirmer leurs pires craintes. En suivant les traces laissées par les camions, ils mirent au jour un réseau bien rodé, des itinéraires réguliers, des chauffeurs connus et des cargaisons apparemment anodines. Mais plus ils en apprenaient, plus le tableau devenait inquiétant. Les produits transportés ne se limitaient pas aux matériaux de construction. Il y avait des produits vendants chimiques, des explosifs détournés et des matières dangereuses dissimulées sous une couverture légale. Ce réseau ne se contentait pas de violer les lois commerciales. Il mettait en péril la souveraineté du Burkina Faso, transformant chaque frontière en une ligne de défense fragile. Le véritable choc arriva lorsqu'ils découvrirent que ce réseau ne se limitait pas au Burkina Faso, mais s'étendait au-delà des frontières. En retraçant les cargaisons, ils découvrirent que le système d'approvisionnement et de distribution des matières dangereuses traversait plusieurs pays du Sahel, un lien invisible entre les nations, un enchevêtrement d'intérêts économiques, politiques et militaires. Ce n'était pas seulement un trafic de contrebande, c'était une menace géopolitique qui risquait de déstabiliser toute la région. Les agents comprirent qu'ils étaient en train de percer une partie d'une machination bien plus vaste, et que chaque mouvement qu'ils faisaient devait être mesuré avec la plus grande prudence. L'heure était venue de passer à l'action. Les informations recueillies, les barils interceptés et les connexions établies entre les différents acteurs ont convaincu les autorités qu'il était temps d'agir de manière décisive. La suite de l'opération allait se dérouler sans renforts extérieurs. Le Burkina Faso allait faire face seul à ce défi avec les forces locales et une détermination nouvelle. Il ne s'agissait plus seulement de stopper un trafic, il s'agissait de protéger la nation contre une menace invisible et insidieuse. L'activation de l'opération n'était que le début.
Le véritable test serait de maintenir la discipline et la cohésion nécessaires pour éradiquer ce réseau et garantir la sécurité du pays. Les preuves quantifiables recueillies lors de l'opération furent à la fois accablantes et révélatrices. En totalisant les données des différents barils interceptés, trois éléments clés émergèrent, chacun apportant une nouvelle dimension à l'enquête. Ces informations, loin d'être des chiffres anodins, allaient constituer la base de toute l'opération qui allait suivre. Ibrahim Traoré, face à ces découvertes, savait que la situation avait pris une ampleur qu'il n'avait pas anticipée. Ce n'était plus une simple question de contrôle des frontières, mais un combat pour la survie du Burkina Faso. Le premier chiffre à faire surface fut la quantité d'explosifs interceptés. Pas moins de 2,3 tonnes de matières explosives étaient dissimulées sous des cargaisons de ciment prêtes à être utilisées pour des attaques dévastatrices. Ces matériaux, principalement composés de nitrate et d'aluminium, avaient une instabilité inquiétante, capable de provoquer des explosions en chaîne. Une simple erreur ou un impact suffirait à transformer n'importe quel baril en une bombe capable de détruire une zone entière. Comparé à l'interception de 6 mois plus tôt, où seules 1,2 tonnes avaient été saisies, la progression était flagrante. Ce doublement de la quantité d'explosifs témoignait d'une intensification du trafic, un passage d'une activité ponctuelle à une entreprise bien organisée, pensée pour alimenter des unités armées plutôt que des petits ateliers clandestins. Ce chiffre, plus que tout autre, était une alerte sur l'évolution du danger. Le deuxième élément crucial était le cyanure. 1 tonne de cyanure de haute pureté avait été saisi, un produit bien au-delà de ce qui est nécessaire pour l'exploitation minière. Ce cyanure, d'une pureté exceptionnelle, dépassait de 40% les normes industrielles habituelles, ce qui indiquait clairement qu'il ne s'agissait pas d'un produit destiné à la simple extraction d'or. Au contraire, il était spécifiquement préparé pour être dispersé, créant une menace immédiate pour la population. Une petite fuite de ce produit chimique dans une rivière ou une source d'eau potable aurait suffi à causer une contamination massive affectant des milliers de personnes en quelques heures. Le fait que ce produit ait été transporté sans étiquette et dans des barils scellés renforçait l'idée que ce réseau visait à infliger des dégâts à grande échelle, au-delà du simple profit économique. Le troisième chiffre qui attira l'attention des autorités fut celui des faux médicaments. Pas moins de 780 caisses de médicaments contrefaits avaient été interceptées. Ces médicaments, étiquetés sous de fausses marques européennes, contenaient des substances dangereuses, dont de la craie et des traces d'arsenic. Ils étaient destinés aux hôpitaux ruraux, souvent les plus vulnérables en termes de contrôle sanitaire. Les autorités sanitaires savaient que la distribution de ces faux médicaments aurait eu des conséquences catastrophiques. En particulier, les enfants, qui représentent la majorité des patients dans ces régions, auraient été exposés à des risques de lésions hépatiques irréversibles. La découverte de ces faux médicaments n'était pas qu'une simple fraude, c'était un acte de sabotage visant à affaiblir les populations les plus vulnérables et à provoquer un véritable désastre sanitaire. Ces trois découvertes ne se limitaient pas à des chiffres, elles constituaient des preuves tangibles de l'ampleur de la menace. Elles révélaient un réseau de contrebande bien plus vaste, s'étendant bien au-delà des frontières du Burkina Faso et agissant dans l'ombre pour perturber la stabilité d'une nation déjà fragilisée. Chaque chiffre, chaque mesure prise avait une signification plus grande. Il ne s'agissait pas seulement de stopper un trafic, mais de préserver la sécurité et la souveraineté du pays. Ibrahim Traoré savait que l'opération venait de franchir une étape décisive. Il ne s'agissait plus de prévenir un danger, mais de lutter contre un ennemi invisible implanté en plein cœur du pays.
La question de l'efficacité de la stratégie d'Ibrahim Traoré face à cette menace n'a pas tardé à susciter des débats. D'un côté, certains experts ont salué la discipline et la cohérence du plan. Traoré, selon eux, avait choisi la voie de la vigilance stricte et de l'indépendance nationale, et ce choix portait ses fruits. Les résultats préliminaires étaient impressionnants. Les interceptions se multipliaient, les contrebandiers semblaient de plus en plus désorientés et la coopération locale se renforçait. Le réseau, qui semblait invincible quelques mois auparavant, montrait des signes de faiblesse. Ce changement de dynamique était perçu comme une victoire de la souveraineté locale. Les analystes politiques affirmaient qu'un modèle basé sur l'autosuffisance et l'autodiscipline pouvait, à long terme, être plus viable qu'une dépendance aux forces étrangères. Cependant, une opposition forte s'est rapidement formée, critique du modèle de Traoré. Pour eux, la souveraineté imposée par le capitaine n'était rien de plus qu'un pari risqué. Ils soulignaient la faiblesse des institutions civiles burkinabées, déjà fragilisées par des années de crises internes. La frontière sud, par exemple, restait une passoire, malgré les efforts déployés pour la renforcer. Il faisait de remarquer que le pays, isolé géopolitiquement, risquait de se retrouver vulnérable face aux groupes armés du Mali ou aux réseaux de contrebande venant de la côte ouest. Ces analystes mettaient en garde contre une rupture trop brutale avec l'assistance extérieure. Sans un soutien international, l'État pourrait s'effondrer sous la pression à mesure que la fatigue administrative et la corruption recommenceraient à faire surface. Les deux visions s'opposaient. D'un côté, l'indépendance, l'affirmation de la souveraineté, et de l'autre, une coopération pragmatique avec les voisins et les puissances étrangères. Chacune portait ses avantages et ses risques. La véritable question restait de savoir si le Burkina Faso pouvait maintenir cet équilibre fragile sans craquer sous la pression. Ce qui nous attend, ce n'est pas une simple victoire militaire, mais une transformation durable de notre souveraineté. Ces mots d'Ibrahim Traoré résonnèrent dans les bureaux de commandement comme un mantra. L'opération semblait avoir atteint un point charnière. L'une des découvertes majeures de cette phase fut la montée en puissance des communautés locales, qui, loin d'être spectatrices, devenaient des acteurs clés dans la défense de la nation. Awa, Karim et leurs collègues n'étaient plus seuls dans leur lutte contre les réseaux de contrebande. Des groupes de civils s'étaient organisés pour patrouiller les zones frontalières, rapportant des informations cruciales aux autorités. Cette participation active de la population marquait une évolution dans la stratégie de Traoré. Dans les communautés frontalières, les habitants, autrefois abandonnés, avaient pris conscience de l'importance de leur rôle. Ils n'étaient plus perçus comme des spectateurs passifs d'un conflit qui les dépassait, mais comme des défenseurs essentiels de leur pays. Cette transformation, bien qu'invisible pour beaucoup, allait renforcer la ligne de défense du Burkina Faso de manière significative. Il devenait évident que le modèle de souveraineté de Traoré, fondé sur la discipline interne et l'implication locale, avait atteint un tournant crucial. Mais restait la question: serait-il assez solide pour résister aux tensions croissantes de la région? Les conséquences de l'opération Ibrahim Traoré se sont déployées à différents niveaux, affectant non seulement le Burkina Faso, mais aussi ses voisins. Dans les régions frontalières, les premiers effets furent visibles rapidement. Les populations locales, auparavant désengagées, commencèrent à prendre conscience du rôle vital qu'elles jouaient dans la sécurité de leur pays. Les jeunes, souvent désillusionnés par la situation politique, se sont réengagés dans des actions concrètes, patrouillant aux côtés des forces de sécurité, participant à des programmes de vigilance civique. Le gouvernement a mis en place un réseau d'information partagé entre les communautés et les autorités, un système de surveillance locale capable de réagir rapidement aux menaces. Les chiffres, eux, étaient en sans appel. Les flux de contrebande à la frontière sud ont chuté de 43% en l'espace de quelques mois. Les routes, autrefois noyées par des camions illégaux, sont redevenues plus sûres pour les transports.
légaux. Les marchés frontaliers, autrefois saturés de produits illicites, ont retrouvé une certaine régularité, facilitant ainsi les échanges commerciaux légitimes. Les revenus agricoles ont commencé à augmenter, certains secteurs connaissant même un regain de vitalité grâce à la réouverture de routes commerciales plus sûres. Ces changements ont permis au gouvernement de montrer des résultats tangibles, mais aussi d'instaurer un sentiment de sécurité chez les populations locales. Cependant, les effets ne furent pas seulement économiques. Les communautés rurales ont commencé à ressentir une amélioration du quotidien. La perception de la sécurité a changé. Les habitants se sont sentis plus protégés, moins vulnérables aux infiltrations des groupes armés ou aux réseaux criminels qui avaient longtemps dominé la région. Le rôle des forces de sécurité locales, désormais renforcé par la coopération des citoyens, a été crucial pour cette dynamique. Une confiance retrouvée dans les institutions burkinabées, jusque-là fragile, s'est progressivement réinstallée. Toutefois, l'impact n'était pas uniquement limité au territoire national. À l'échelle régionale, les retombées de l'opération Traoré furent tout aussi notables. Des pays comme le Mali et le Niger ont observé de près les méthodes utilisées par le Burkina Faso, et certains diplomates ont commencé à saluer le modèle de souveraineté imposé par Traoré, même si cette approche restait jugée risquée par d'autres. Dans les capitales voisines, des voix se sont élevées pour saluer la discipline imposée par le Burkina Faso, tout en exprimant des inquiétudes sur l'isolement croissant du pays. Sur le plan international, les observateurs ont reconnu que le Burkina Faso, jadis perçu comme un pays fragile, avait montré qu'il pouvait encore imposer un ordre interne solide. L'isolement du pays semblait atténué par l'efficacité du modèle local. Traoré, en refusant une assistance extérieure systématique, avait non seulement renforcé la sécurité nationale, mais avait aussi rappelé à la communauté internationale qu'un pays pouvait encore tenir debout par ses propres moyens. Toutefois, l'équilibre restait fragile, et la pression extérieure, bien que moins apparente, était toujours présente. Les voisins, comme le Mali et le Niger, observeraient attentivement la suite de cette expérience burkinabé, curieux de voir si ce modèle pouvait réellement perdurer dans un environnement aussi instable. À mesure que l'opération d'Ibrahim Traoré avançait, les autorités burkinabées étaient confrontées à un avenir incertain. Trois scénarios s'offraient à elles, chacun portant ses propres défis et opportunités. Ces projections à 6 mois et 1 an étaient cruciales pour déterminer si le pays pourrait maintenir sa souveraineté fraîchement affirmée ou s'il risquait de sombrer sous la pression extérieure et interne. Dans le scénario de base, la stabilité restait vigilante mais précaire. Les efforts des dernières semaines portaient leurs fruits, mais les frontières continuaient d'être vulnérables à de nouvelles menaces. Les routes, bien que plus sûres, restaient ouvertes à des infiltrations discrètes. Les autorités locales, ayant appris à se défendre sans aide extérieure, maintenaient une discipline de fer. Cependant, les réseaux de contrebande n'avaient pas disparu et leur résilience pouvait à tout moment s'intensifier, disait Napana, si la vigilance venait affaiblir. Dans ce scénario, les communautés locales continueraient de jouer un rôle crucial, mais les tensions régionales, en particulier avec les groupes armés voisins, risquaient d'exacerber les défis internes. Le scénario optimiste, plus ambitieux, envisageait une coopération renforcée avec les pays voisins. La méthodologie adoptée par le Burkina Faso inspirait déjà certains de ses voisins, comme le Mali et le Niger. Des accords bilatéraux émergeraient, facilitant l'échange d'informations et une surveillance frontalière plus stricte. Ce réseau de coopération régionale contribuerait à réduire les flux de contrebande de manière plus substantielle. Les actions de Traoré pourraient, à terme, transformer le Burkina Faso en un modèle de stabilité dans le Sahel, redonnant une respiration au commerce local et renforçant la position géopolitique du pays. Toutefois,
Cela nécessiterait des compromis délicats et une stratégie soigneusement équilibrée. Dans le scénario défavorable, les difficultés internes risquaient d'être insurmontables. Les infrastructures locales, déjà fragiles, pourraient céder sous la pression des crises économiques et sociales. L'absence de soutien international et la fatigue institutionnelle pourraient rouvrir les frontières à des réseaux de contrebande. Une crise financière ou politique interne pourrait entraîner la réouverture des routes illégales, mettant en péril la stabilité fragile du pays. Ce scénario risquait de voir une réémergence des tensions sociales et un affaiblissement de la capacité de contrôle du gouvernement burkinabé, entraînant un retour à la situation d'avant l'opération. Les retombées de l'opération d'Ibrahim Traoré ne se limitaient pas aux sphères politiques et militaires. Elles se firent ressentir jusque dans les communautés locales, où des changements significatifs dans la perception de la sécurité et de la gouvernance furent observés. À l'échelle nationale, l'opération a permis de raviver un sentiment de cohésion et de responsabilité collective. Les jeunes, autrefois laissés à l'écart de la politique nationale, ont vu un nouvel espoir se dessiner, celui d'une nation qui ne dépend pas d'autres puissances pour se défendre, mais qui se prend en charge par ses propres moyens. Dans les zones frontalières, les commerçants et les transporteurs ont retrouvé une certaine sérénité. Les routes autrefois saturées de camions de contrebande sont devenues plus sûres, permettant à ceux qui s'adonnaient aux échanges légaux de travailler sans crainte. Les nouvelles structures de coopération entre les autorités et les populations locales ont permis d'améliorer la collecte d'informations et la gestion des alertes, créant ainsi une dynamique de sécurité partagée. Mais au-delà des chiffres et des résultats tangibles, ce sont les attitudes qui ont changé. La frontière, autrefois perçue comme une ligne de séparation entre deux mondes, est devenue un symbole de protection collective. La sécurité, autrefois vue comme un privilège, est désormais considérée comme une responsabilité partagée. Les habitants des villages frontaliers ne sont plus les spectateurs passifs d'une politique qu'ils subissent, mais les acteurs principaux de la défense de leur propre territoire. Cette transformation ne s'est pas opérée en un jour, mais elle a commencé à prendre racine, imprégnant les consciences de ceux qui ont pris part à l'effort collectif. C'était un changement subtil mais profond, porteur d'espoir pour l'avenir. L'opération menée par Ibrahim Traoré a démontré qu'il n'existait pas de solution simple aux défis complexes du Burkina Faso. Au lieu de se concentrer uniquement sur l'interception des trafics, Traoré a mis en place une série de mesures pratiques et concrètes pour assurer la pérennité de la sécurité nationale. La première étape de cette transformation réside dans la mise en place d'une coordination renforcée entre les communautés locales et les autorités nationales. Il devenait impératif que chaque citoyen se sente responsable de la sécurité de son propre environnement. Ainsi, des formations sur la vigilance et la surveillance ont été lancées visant à enseigner aux habitants comment identifier et signaler les comportements suspects. La deuxième étape fut la réhabilitation des infrastructures de sécurité, avec une attention particulière portée aux postes frontières. Ces infrastructures ont été modernisées et équipées de manière à garantir une surveillance plus efficace et plus rapide des flux entrants et sortants. Les forces de l'ordre ont été renforcées en personnel et en équipement permettant d'assurer un contrôle plus rigoureux tout en minimisant la corruption. La troisième étape a impliqué un renforcement du partenariat régional. Les relations avec le Mali et le Niger ont été intensifiées, avec des échanges de renseignements et des patrouilles conjointes sur les frontières communes. Cette approche a permis de créer un espace de sécurité plus large au-delà des frontières du Burkina Faso, dans une région où les menaces se propagent rapidement. Enfin, la dernière étape de la solution visait à renforcer la résilience économique des zones rurales. Les communautés touchées par le trafic illégal ont été soutenues par des programmes de développement économique
créant ainsi des alternatives durables à la contrebande. Lorsque l'opération toucha à sa fin, il ne s'agissait pas seulement de chiffres ou de statistiques, mais de vies qui avaient été préservées. Awa, après des mois d'observation, de découvertes et de confrontations silencieuses avec l'ennemi invisible, sentit un poids se lever. Elle se retrouva sur cette même clairière où tout avait commencé, là où les premières étincelles d'une transformation avaient pris forme. Le sol, marqué par les traces des pneus et des barils brisés, semblait désormais témoigner d'un chapitre clos, mais aussi d'une nouvelle page prête à être écrite. Les silhouettes des officiers, fatigués mais résolus, s'étaient ancrées dans le paysage comme des symboles de constance et de résistance. Ibrahim Traoré, debout parmi eux, n'avait pas besoin de mots. Son regard suffisait. Il savait que ce n'était pas la force brute, mais la discipline et la vigilance qui avaient permis cette victoire silencieuse. Awa pensa à la promesse faite par Traoré au début de l'opération. Nous ne protégeons pas seulement une frontière, nous protégeons ce qui y vit. En regardant les champs, les villages et les visages paisibles autour d'elle, elle comprit que la véritable victoire ne résidait pas dans une bataille gagnée, mais dans la préservation d'une vie que l'on pensait parfois perdue. Le pays avait choisi de se défendre par sa propre volonté, et ce choix avait changé la donne. Le chemin parcouru par le Burkina Faso, sous la conduite d'Ibrahim Traoré, soulève une question essentielle. Comment une nation peut-elle se relever de ses fragilités passées pour s'imposer sur la scène régionale? Ce n'est pas une victoire de plus, mais une preuve que la souveraineté, bien que fragile, peut se défendre sans l'aide extérieure. Alors que les habitants de Ouagadougou, comme ceux des villages frontaliers, témoignent d'un renouveau dans leur quotidien, il est important de se demander: quel rôle jouez-vous en tant que citoyen pour préserver cette stabilité nouvellement acquise? Le Burkina Faso a pris la décision de ne pas fermer les yeux sur ces problèmes, mais de les affronter avec détermination. Et vous, quel rôle jouez-vous dans la construction de votre communauté, dans la protection de vos proches, dans la défense des valeurs qui unissent votre pays? Que ce soit à travers l'engagement citoyen ou par des actions quotidiennes, chacun a un rôle à jouer. La vigilance est un choix, un engagement. Le Burkina Faso, aujourd'hui, vous regarde.